Comment ça marche Umbrella? Parce que c'est quand même une partie assez intéressante et qui est un petit peu différenciante euh, par rapport à d'autres solutions. Euh, Vous pouvez, alors c'est pas obligatoire d'installer le client, mais c'est vivement recommandé. Vous pouvez soit juste faire pointer vos DNS en fait sur votre machine ou sur votre serveur DNS d'entreprise vers les serveurs d'Umbrella. Par contre, du coup, vous n'aurez pas d'identification des différents utilisateurs. Donc, si jamais vous voulez faire une policy différente pour les postes VIP, une policy différente pour les développeurs, une policy différente pour, j'en sais rien, tel ou tel type d'employé, vous ne pourrez pas. Alors que si vous installez le client, vous pouvez identifier les utilisateurs machine par machine. Et du coup, c'est plus intéressant. L'avantage aussi du client, c'est qu'il va marcher dans toutes les situations. C'est-à-dire que même si votre poste il devient nomade, c'est-à-dire qu'il quitte l'entreprise, il va à McDonald's, il va à l'hôtel, il se connecte en VPN, il se déconnecte, peu importe, il va s'appliquer le roaming client. C'est-à-dire qu'il ne va pas bloquer et l'empêcher d'avoir la page de login de l'hôtel. Il va toujours pouvoir se connecter au guest Wi-Fi. Mais derrière, toutes les requêtes DNS vont passer par Umbrella. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, les requêtes DNS, quand elles passent par Umbrella, elles sont chiffrées. Ce qui veut dire que typiquement, quand je suis à McDonald's ou quand je suis à l'hôtel, je ne peux pas avoir une personne qui est dans la chambre d'à côté, à l'hôtel, qui intercepte mon trafic et qui me répond avec des fausses réponses DNS et qui me renvoie sur un serveur à lui, qui est un serveur soit fort semblable au premier, soit qui contient des malwares, soit peu importe. Pourquoi? Parce que là, du coup, mes requêtes entre mon client et Umbrella, elles sont chiffrées. Donc, on ne peut pas venir les intercepter. C'est obligatoirement Umbrella qui me donne une vraie réponse et avec une catégorisation, si c'est autorisé, si c'est dangereux. Et la réponse, je suis sûr que c'est l'adresse IP du bon serveur. Ça n'empêche pas d'autres attaques de man in the middle. On est d'accord, il peut y en avoir d'autres. Mais déjà, ça me protège contre celle-là, l'interception et la modification de DNS à la volée. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, c'est authentifié, ce qui me permettra de mettre des politiques de sécurité, donc tout ce qui est security filtering, content filtering, par utilisateur. Et ça gère en plus la détection de tout ce qui est local query. C'est-à-dire que Umbrella reste au courant du DNS qui a été fourni à l'origine par le DHCP pour aller faire des requêtes sur notamment votre DNS de l'Active Directory, les DNS au niveau de l'hôtel pour vous rediriger vers le portail captif, ce genre de choses. Il va être capable de le gérer et de transmettre en local ce qui est du DNS local et ce qui est du DNS public sur Umbrella. Au niveau de l'entreprise ensuite, donc ça c'était plutôt pour les nomades, on va dire. Au niveau de l'entreprise, au niveau du siège ou au niveau de mes succursales, je vais pouvoir carrément installer l'appliance Umbrella. Donc ça s'installe sous forme de machine virtuelle. Et en fait, c'est elle qui va répondre aux requêtes de tous mes utilisateurs et qui va retransmettre ça de manière chiffrée jusqu'au serveur d'Umbrella. L'avantage, c'est que cette appliance-là, elle va être au courant de quelles sont les IP locales de mes différents clients. Donc, je vais pouvoir aussi, comme avec l'agent, remonter les clients un par un. Et en plus, je vais pouvoir me coupler à mon Active Directory pour remonter les noms d'utilisateurs et également les groupes. Ce qui me permettra de faire des policies de sécurité basées sur les groupes Active Directory. Donc ça, c'est assez intéressant. Et toujours avec la conscience des serveurs DNS locaux qui fait que Umbrella va forwarder tout ce qui est requête DNS locale à mon entreprise, dans mon Active Directory, etc. En interne, elle ne va pas les envoyer à mes serveurs Umbrella. Si je vous montre rapidement, quelle heure il est? Ça va. Si je vous montre rapidement la console Umbrella, juste pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Je pourrais également vous montrer l'Advanced Malware Protection, mais j'ai pas beaucoup de temps, alors on va essayer de faire au mieux. Vous voyez qu'en plus, après, du coup, vous allez avoir des rapports sur les activités de vos différents employés. Vous allez avoir des rapports sur aussi le taux d'attaque de votre entreprise, notamment en termes de phishing, etc. Et vous allez pouvoir voir si à un moment il y a un pic, peut-être que vous êtes quand même la cible d'une équipe de hackers, donc il faut faire attention, ou si ça a l'air d'être plutôt random. Voilà, vous allez pouvoir faire des analyses liées à ça. Vous allez pouvoir gérer les différentes identités de votre réseau. Donc soit comme je le disais, sans client, sans appliance, sans rien. Donc c'est juste l'IP public de votre entreprise.
c'est un petit peu limité parce que derrière, vous appliquez une policy à tout le site. Soit beaucoup plus intéressant avec l'appliance ou avec les agents, auquel cas vous allez remonter les IP privés, vous allez pouvoir remonter les comptes Active Directory. Voilà, donc ça va être beaucoup plus intéressant. Et derrière, bien sûr, par rapport à ça, vous allez pouvoir appliquer des stratégies de sécurité avec des listes d'autorisation, des listes d'interdiction, des policies d'action en fonction de catégorie, puisque du coup, vous pouvez créer vos propres listes, mais vous pouvez aussi utiliser celles par défaut. Si je prends par exemple celle-ci, vous voyez qu'en moderate, on va bloquer tout ce qui est adulte et illégal. Donc du coup, j'ai un certain nombre de catégories qui sont disponibles et on voit que voilà, je vais bloquer tout ce qui est adware, tout ce qui est en rapport avec l'alcool, tout ce qui est site de rencontre, tout ce qui est en rapport avec la drogue, etc., etc. Et je peux venir bien sûr customiser ça, rajouter, enlever des catégories, et c'est mis à jour très régulièrement. Et puis, il y a une dernière petite chose qui est intéressante avec Umbrella. Je vais vous montrer ça. En fait, c'est quand vous allez gérer vos politiques de sécurité. Vous avez bien sûr tout ce qui est protection contre les malwares. Vous avez bien sûr tout ce qui est protection en drive-by exploit, donc tout ce qui va télécharger à la volée un fichier sans demander l'avis de l'utilisateur, sans que ce soit l'utilisateur qui clique dans la page web, mais la page web s'ouvre et ça télécharge. Ça, par exemple, vous allez pouvoir choisir de le bloquer ou non par défaut. Tout ce qui est mobile, etc., etc., etc. Phishing, bien sûr, tentative de contact des serveurs de contrôle lorsque vous avez un malware sur la machine, etc. Et ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Vous allez pouvoir, si vous activez cette case et optionnellement celle-là, dire qu'en fait, lorsqu'un site est catégorisé comme tendancieux, par exemple, c'est le cas des sites qui vous permettent d'envoyer des pièces jointes par email. Vous savez, où la politique d'entreprise n'autorise pas les pièces jointes de plus de, 15 mégas. Vous avez une pièce jointe de 30 mégas à envoyer. Vous passez par un site de plot de fichiers. Vous mettez le fichier, vous l'envoyez à quelqu'un. Le problème, c'est que là, Umbrella, avec le DNS, ne sait pas si ce site, c'est un malware ou pas. Puisqu'en fait, ça dépend de ce qu'on a mis dans la pièce jointe. Grosso modo, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de manière très légale, comme par exemple WeTransfer. Il est utilisé de manière très légale, mais il peut aussi être utilisé comme vecteur de propagation de malware. C'est-à-dire que si vous envoyez, tiens, voilà ma pièce jointe, tiens, tu peux la récupérer sur WeTransfer. Qu'est-ce qui me dit que derrière, c'est un code légitime ou c'est un fichier légitime? Ça se trouve, le Excel qui est dans WeTransfer, il est complètement vérolé, ou le PDF. Donc du coup, ce que va pouvoir faire Umbrella sur ce genre de site, c'est que on va activer le proxy. Quand Umbrella va me répondre avec l'adresse IP du site, au lieu de me donner la vraie adresse IP du site, ils vont me donner les serveurs de Cisco, ce qui fait que je vais passer par chez Cisco pour l'analyse. Et du coup, quand je vais télécharger le fichier, ça passe par les serveurs cloud de Cisco. Le fichier va être analysé anti-malware, la page va être analysée, les codes JavaScript vont être analysés, et avant de me donner le rendu, on va la vérifier en termes de sécurité. Si le fichier est légitime, pas de souci. Et sinon, Umbrella va le bloquer, malgré le fait qu'Umbrella était incapable de dire si ce domaine était légitime ou non, puisqu'il est vraiment utilisé pour les deux. Voilà. Donc du coup, ça c'est assez intéressant à activer. Et vous pouvez même l'activer sur le SSL. Donc dès que vous avez des sites en HTTPS qui sont comme ça, tendancieux, par contre, attention, ça nécessitera de déployer l'autorité de certification Cisco. Sinon, tous les sites, ils apparaîtront bien sûr en rouge avec certificat non valide, puisque vous n'aurez pas le certificat d'origine, mais celui de Cisco. Donc il faut d'abord le déployer par GPO, par exemple. Et bien sûr, si vous faites confiance à Cisco. Normalement, si vous utilisez le système Umbrella et vu les engagements de Cisco à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez installer le certificat Racine et je pense que le risque, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir lié à ce certificat Racine est bien moindre par rapport au risque qu'un utilisateur clique sur un mauvais lien et qu'il ne soit pas analysé, pas décrypté et pas vérifié. Après, ça c'est à vous de faire de la gestion de risque à ce niveau-là. Donc ça, c'est la petite option en plus qui fait que Umbrella va plus loin que juste le DNS. Ils peuvent aussi bloquer les botnets. Ils peuvent aussi bloquer
les sites un petit peu tendancieux avec une analyse plus approfondie. L'essentiel du trafic, quand il est bien catégorisé, pas d'analyse spécifique. C'est juste au niveau DNS, du coup, il n'y a pas de latence supplémentaire, ça va extrêmement vite. Aussi vite que si j'avais les DNS classiques de mon opérateur Internet ou ceux de Google comme ils sont très utilisés. Et puis, pour les quelques sites qui sont un petit peu tendancieux, eh bien, on va pouvoir avoir ce système-là. Combien de temps il me reste? Quelques minutes. Il nous reste 2 minutes, Alexandre. Alors, Ouais. on peut peut-être profiter des dernières minutes pour essayer d'ouvrir les micros et voir si les participants ont des questions par rapport à déjà tout ce que tu as présenté. Pas de souci. Là, j'ouvre les micros. Voilà, donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'Alexandre vous a présenté jusqu'à présent, n'hésitez pas. Jean-Marc Pavageau US, ouais, moi j'avais une question par rapport justement à la bande passante nécessaire pour l'utilisation de systèmes comme ça en fait. Est-ce qu'il y a des recopies, des choses comme ça qui se passent entre les sites? Est-ce que ça a un impact sur la vitesse de navigation important? Alors, si on parle d'Umbrella, pas du tout, puisqu'en fait c'est de la simple requête DNS. C'est-à-dire si je reprends cet exemple-là avec le schéma, d'accord, ouais. Voilà, vous avez juste des requêtes DNS toutes simples, mais comme votre serveur DNS aurait fait les requêtes DNS vers les serveurs de votre opérateur, il va les faire, donc c'est extrêmement léger. Pareil, quand vous êtes en nomade, c'est extrêmement léger. Il y a vraiment que le cas où vous avez du coup coché la petite case d'analyse, où là, ça va passer en mode proxy par les serveurs de Cisco, sachant que c'est des serveurs qui sont quand même sizés pour, c'est dans les infra-cloud de Cisco, donc normalement, il n'y a pas trop de ralentissement. Mais comme il y a quand même une analyse, là, il y a une petite latence. Mais ça ne va pas rajouter de la bande passante consommée. Voilà, c'est vraiment... sauf que juste au lieu de passer par des serveurs DNS qui répondent de manière neutre, on passe par des serveurs DNS qui répondent en réfléchissant à quelle est la catégorie du site, est-ce que c'est autorisé ou non, et est-ce que je le renforce en termes de politique de sécurité. Donc c'est Pascal Auchon là qui parle de Cisco, et juste pour compléter, donc sur Umbrella on est sur la partie requête DNS, et sur le reste des autres équipements, donc la partie AMP intégrée dans des Firepower ou intégrée sur du endpoint, le premier niveau d'analyse on est sur de l'envoi de SHA-256, c'est-à-dire qu'on est sur de la taille de paquets très restreinte. Donc on est vraiment sur un niveau de consommation bande passante, je veux dire non visible, que ce soit sur du client TPME ou sur du grand compte. D'accord, ok, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions autour peut-être de l'intelligence, avez-vous des questions? Parce qu'à un moment donné, comme indiqué dans un des chats, donc c'est toujours Pascal Alochon, il y a tous ces produits-là sont interconnectés sur notre intelligence. Je vais l'appeler comme ça, qui s'appelle Cisco Talos, qui est notre CERT Cisco, qui regroupe finalement une équipe de à peu près 700 personnes qui sont connectées à travers le monde pour vérifier et faire de l'analyse des nouvelles menaces. Et ainsi que dans le cadre où c'est souhaité par le client, parce que c'est des fois pas le cas, les résultats de certaines analyses peuvent être partagés avec Cisco Talos pour avoir une proactivité en termes de détection et d'analyse, que ce soit en mode détection pure et dure ou en mode d'analyse avec alerte rétrospective. Donc c'est vraiment un élément important à prendre en compte. C'est un produit tout seul, c'est bien, mais un produit connecté avec d'autres solutions du même équipement, le tout protégé avec on va dire, alimenté par une intelligence centrale qui s'appelle Cisco Talos dans notre cas en l'occurrence. C'est encore mieux, ça permet d'avoir une meilleure couverture. Demain, vous avez une visibilité d'un malware nouveau, d'un Zeus ou d'une version de Tor X qui vient de Kuala Lumpur par exemple. C'est peut-être vu dans l'immédiat sur Kuala Lumpur, mais si derrière il n'y a pas de partage d'informations au niveau de l'intelligence, donc du threat intel dans notre domaine, dans notre jargon, quand ça arrivera sur l'Europe ou sur la France, ça sera trop tard. Donc autant avoir l'information en amont.
Moi, j'ai une question en privé. Alors, c'est Sébastien qui me demande, nous avons eu une solution Cisco Endpoint, donc je pense que tu parles de l'Advanced Malware Protection, et qui me demande que pensez-vous de Traps. Moi, personnellement, j'ai peu utilisé Traps, donc je saurais pas en parler beaucoup. Je sais pas si... Ben, moi, personnellement, j'ai pas utilisé Traps. Ouais, voilà. C'est ça, quoi. Après, je sais que... Voilà, Traps, c'est plus sur du, on va dire, de l'analytique il n'y a pas vraiment le endpoint Cisco, on va avoir une base qui va être sur donc de la répute, alors que Traps, on va plus être sur l'analyse, on va dire, dynamique ou polymorphique en l'occurrence. Et notre partie qu'on va intégrer en plus, ça va être aussi dans le cadre de connexion, on va dire, d'agents non connectés sur Internet, on va aussi déployer la partie antivirus, qui n'est pas aujourd'hui intégrée dans les modules de Traps. Hein. Donc c'est deux approches un peu différentes. Hein. Donc sur la partie endpoint, honnêtement, aujourd'hui, le marché est en train de se chercher, mais se regroupe vraiment vers un mix entre du next-gen, on va l'appeler comme ça, antivirus, mélangé à des produits comme le nôtre. Avec la capacité, en fin de compte, d'investiguer, parce que vous avez bien vu, les malwares sont intelligents, ils bypassent les mailles du filet, qu'elles soient en amont et qu'elles soient même en antivirus standard. Donc maintenant, il faut avoir la capacité de pouvoir trouver le patient zéro qui arrive sur votre réseau d'entreprise le plus rapidement possible, parce qu'à un moment donné, il va passer. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut avoir les capacités d'analyse et de pouvoir trouver cet élément-là et l'éradiquer avant qu'il ne mette à plat votre réseau. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi de mon côté, pas plus que ça. Enfin, j'imagine que tout ce qui est base justement par rapport à l'activité Cisco sont à jour assez rapidement au niveau des sites interdits, enfin des sites, on va dire, dangereux. J'imagine qu'il y a une mise à jour assez du temps réel, ouais. Voilà, ouais, voilà, ok. Au niveau infra, pour déployer une telle solution, ça se déploie sur quoi comme type d'infra? J'imagine que ça peut se déployer facilement sur. Nous, on est sur du Windows Server de 2012 R2. À mon avis, il n'y a pas de. Ça doit se déployer facilement. Vous parlez du endpoint ou parce que comme on a présenté plusieurs choses, du coup vous parlez du endpoint? Ouais, du endpoint, ouais. Le endpoint, on est compatible évidemment avec toutes les versions de Windows. Si vous me sortez un XP, on peut vous trouver une version du endpoint compatible avec XP. J'avais encore, mais ils sont en train de sortir les XP du parc. Voilà. Donc on va dire pas de soucis sur les Windows 10 & Co en termes d'intégration, on va dire, et jusqu'à du Windows 7 sans problème. Oui, Linux inclus. Mac inclus, évidemment. D'un point de vue déploiement, il y a un élément à prendre en compte dans tous ces produits de sécurité, c'est qu'à un moment donné, il y a, comme on dit, un partage d'informations. Donc, est-ce que ce partage d'informations-là est quelque chose qui, pour vous, est critique d'un point de vue privacy de la donnée, privacy de la donnée, comment on dit ça oui, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Dans ce cadre-là, on peut déployer, on va dire, le check de réputation et le check d'analyse de la partie AMP ou de la partie AMP qu'importe où il va être, sur un modèle de déploiement type on-premise, c'est-à-dire qu'on va installer un private cloud chez vous et un serveur, on va dire, d'intelligence chez vous. Dans le cas où vous voulez pas partager, je m'appelle ministère de la Défense, j'ai le cas, là ce matin j'ai un workshop avec des clients de même type, mais c'est le ministère de l'Intérieur et Prime Minister. Et eux, évidemment, ils ne veulent pas partager rien du tout sur Internet. Donc ils sont sur des modes de déploiement type limite militaire. Donc on peut aller de ce type de déploiement-là à des entreprises qui font évidemment full confiance à Cisco et au cloud, et donc mettre leur information dans le cloud sans aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, oui, bonjour, c'est une question. Oui. Allô? Oui, on t'entend.
Oui. Alors en fait, moi, c'était surtout pour la partie interfaçage avec quand on est sur Office 365 et qu'on passe par l'anti-spam justement qui est intégré avec Office 365. Comment est-ce qu'on interface justement cette solution avec Office 365? Alors en fait, dans les grandes lignes, pour faire rapide, dans les grandes lignes, en fait, on va faire pointer les MX sur la solution de Cisco. Ce qui fait que tous les nouveaux emails qui arrivent, ils passent d'abord par les plateformes de Cisco, puis ils sont reforwardés depuis la plateforme de Cisco sur Office 365. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire aussi sur Office 365, c'est qu'on va pouvoir bloquer les emails reçus qui n'arriveraient pas des IP des plateformes de Cisco. Donc, on va pouvoir mettre une règle de connecteur qui dit que, on n'est pas obligé de ça, mais tout email reçu doit provenir des plateformes Cisco. Si c'est reçu en direct, c'est pas possible. Alors, je crois qu'il y a mon collègue qui m'envoie la doc. Je sais pas s'il y a un schéma. C'est peut-être plus parlant. Mais voilà, en gros, c'est ça. L'idée, c'est que du coup, les MX n'arrivent plus directement chez Office 365, mais passent d'abord par la plateforme Cisco. Et après, évidemment, selon la taille de l'infrastructure, il est possible d'avoir soit un système hybride, donc avec notamment si vous êtes en Exchange hybride, une partie sur Office 365, une partie en interne. Vous pourriez aussi avoir un système hybride à ce niveau-là, ou bien il existe aussi les appliances on-premise pour la partie email. Je ne sais pas si j'ai des schémas, mais voilà, dans les grandes lignes, c'est le schéma qu'on voit ici à droite. Normalement, aujourd'hui, sans l'intégration, les MX ils pointent directement sur Office 365 et les emails arrivent dessus. Et puis après l'intégration, en fait, les MX vont aller pointer sur le cloud Cisco. Et ici, ça va renvoyer sur la partie Office 365. Et sur Office 365, vous pouvez mettre des règles où vous n'autorisez par exemple de l'extérieur que les IP du cloud Cisco. Ok, super, merci. Idem, on peut aussi enlever avec les modules AMP sur Cloud Email Security. On peut aussi enlever directement, évidemment c'est en fonction des configurations que vous souhaitez mettre, mais enlever directement la pièce qui est, on va dire, à l'initiative d'une infection directement dans la partie Exchange Online de Office 365. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, ça va, c'est bon pour tout le monde ? De mon côté, ça, c'est bon. Non, ça va. Eh bien, parfait. Merci à tous d'être venus à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Comme vous voyez, les produits Cisco autour de la sécurité, il y en a beaucoup. On n'a pas eu le temps de parler des Next Generation Firewall, mais c'est encore un pan qui nécessiterait un webinaire à lui tout seul, voire plusieurs. Donc je pense que voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, on pourrait être amené à refaire des webinaires dans l'année. Donc n'hésitez pas après à nous faire un retour sur ce webinaire. Très bien. Merci à tous de vous être connectés sur ce webinaire. Merci Alexandre et Léo pour le contenu. Et puis, écoutez, on aura certainement l'occasion de vous proposer d'autres webinaires par la suite avec des sujets différents autour de la sécurité avec Cisco. Et en tout cas, on vous remercie pour avoir passé cette heure avec nous. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.